Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Temps d'un café sur RCF Sud Belgique. Et aujourd'hui, je reçois en studio un auteur prolifique. Depuis maintenant plusieurs années, Manuel Verlange s'est installé dans le paysage littéraire belge. La première fois que je l'ai reçu en studio, c'était en 2024 pour son ouvrage La statue du commandeur, paru chez Academia. Et dans cette histoire, il est revisité avec originalité la fable de la cigale et de la fourmi. L'année suivante, Manuel Verlange change totalement de registre, mais aussi de maison d'édition. Il passe chez le Lion Zélé pour son livre La lumière de la pluie sur son visage, dans lequel il rend hommage à sa maman. Et en 2026, cette année-ci, Manuel Verlange revient une nouvelle fois avec une nouvelle histoire intitulée Au titre d'une enfance heureuse. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, il se met dans la peau d'un embryon. Vous en saurez un petit peu plus d'ici quelques minutes grâce à son auteur, Manuel Verlange, qui est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour Manuel. Bonjour et merci de cette invitation. C'est Bien. toujours un grand plaisir de venir ici. Avec grand plaisir, c'est déjà la troisième fois. La troisième fois, C'est chaque formidable. fois un plaisir de discuter de ces ouvrages, vraiment, vraiment à chaque fois. Et dans cette introduction, je n'ai même pas mentionné d'autres casquettes que vous avez, Manuel, telles que l'écriture de biographies, mais aussi de pièces de théâtre. Comment est-ce que vous faites pour jongler parmi toutes ces casquettes ? Oui, alors je voulais simplement terminer en ajoutant que finalement, je finis par écrire des livres uniquement pour le plaisir de venir à ce micro. Ah, merci. Voilà. C'est bien dit ça. Hein. Merci. Voilà. Alors, les biographies, les deux biographies, celle d'un industriel belge et celle d'un producteur de cinéma belge, sont en fait des ouvrages de commande à l'origine, qui m'ont été donc demandés, effectivement. Alors, je ne suis jamais obligé d'accepter, bien entendu, mais je veux dire, j'ai accepté dans ces deux cas parce que ces deux histoires sont des romans. Tout simplement. Ces vies sont Oui. des vies totalement romanesques. Alors, j'étais dans mon élément, même si là, je n'ai pas à travailler la matière de l'imagination. C'est factuel, la vie est déjà là, elle est écrite. Mais après, il faut la peindre, et la mettre en image, la mettre en scène, hein, puisque vous êtes aussi un homme de théâtre, vous savez ce que je veux dire. Oui, oui. Il faut mettre en scène les chapitres et les vies. Et c'était un grand bonheur d'écrire ces deux biographies, rencontrer des gens de mondes totalement différents, comme celui de l'industrie de la métallurgie, et puis également une autre personne dans l'industrie du cinéma derrière les écrans, c'est-à-dire dans les fonctions de production, d'argent, de choses comme ça, très compliquées, de contraintes. Voilà, c'était deux expériences vraiment très enrichissantes. Et puis après, donc il y a toutes ces casquettes que j'ai mentionnées, mais finalement, je pense qu'on sait assez peu de choses de vous, Manuel Verlange, enfin personnellement, je trouve. Alors je propose qu'on retrace un petit peu votre parcours. D'abord, dans votre carrière littéraire, je sais que vous parlez pas mal de l'enfance, de votre maman aussi, mais moi je voulais savoir quels souvenirs vous gardez de votre enfance à Nantes. Mais en fait, l'astuce, si je peux me permettre, c'est que justement, à la manière des impressionnistes, par touches successives et plus ou moins délicates, je l'espère, ce que je veux vraiment profondément dire de l'enfance se trouve dans les livres. Tout simplement. Et se trouve dans une brume qui s'éclaircit à certains moments, mais qui garde toujours une part, en tout cas, de non-dit. Et cette part de non-dit, l'expression du non-dit est quelque chose qui me touche et qui m'intéresse profondément. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme de mystère ? Non, non, certainement pas, mais je n'aime pas ce qui est tranché. Je n'aime pas ce qui est d'un blanc violent ou d'un noir absolu. J'aime les nuances et j'aime le questionnement. J'aime surtout le questionnement. Et je propose aussi qu'on continue encore dans votre parcours, Manuel Verlange, qui est assez fourni. Je sais que vous avez été professeur de français, je pense à Tokyo et aussi en Belgique. Pourquoi avoir choisi cette voie-là du fait d'enseigner le français ? Parce que c'est la langue, parce que c'est les mots, parce que c'est un partage avec des étudiants où on traite de la matière qui peut-être me touche le plus, c'est-à-dire la langue française. Voilà, donc ceci explique cela. Puis bon, comme à la fin du mois, il y a un salaire, ça permet de payer les factures et d'acheter des nouilles. Donc c'est bien. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis le Japon, parce que j'ai trouvé ça plus exotique que de le faire à Toulouse ou bien à Chimay. Et après à l'UC Louvain. Mais je précise bien que moi j'enseignais dans la FLE, c'est-à-dire français langue étrangère.
Ok, d'accord. Donc j'ai toujours enseigné à des adultes ou déjà des grands ados motivés, des gens qui choisissaient d'étudier la langue pour des raisons qui leur sont propres. Donc j'ai jamais eu à travailler pédagogiquement avec une classe, avec des programmes bien précis sur l'année. Ça c'est quelque chose que j'ignore totalement. J'ai eu la partie peut-être la plus facile de l'enseignement, oui. Et pourquoi avoir voulu quitter la France pour aller ici à Tokyo, puis après en Belgique, et être resté en Belgique? Pourquoi avoir voulu quitter vos racines françaises? Eh bien, peut-être justement parce qu'il y a des questions sur les racines et parce qu'on va parfois chercher loin des réponses que l'on ne trouve pas. Mais l'intérêt, c'est le cheminement. L'intérêt, c'est d'aller les chercher. Donc, toujours plus loin, on s'imagine peut-être avoir une réponse. Je pense qu'à la fin, on n'en aura quand même pas. Mais la démarche et le mouvement me semblent... Enfin, c'est très important. J'ai eu besoin d'oxygène, non que j'en manquais. J'avais ce qu'il fallait côté oxygène, mais ce qu'il y a derrière les portes et derrière les murs et au bout des couloirs m'a toujours fasciné. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la Belgique encore aujourd'hui? Bien, dans la Belgique aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est d'avoir une femme et deux garçons déjà, c'est déjà pas mal, d'avoir des gens avec qui j'échange de manière très enrichissante et très absolument formidable, d'avoir fait la rencontre aussi avec une éditrice hors du commun, d'avoir des livres qui sont aimés, je pense, c'est au moins les retours que j'en ai. Et puis aussi peut-être d'avoir quelque chose qui pour moi est important, c'est que tout d'un coup j'ai lu dans un magazine, dans un journal, l'auteur Brabançon, ou l'auteur belge, ou etc. Alors que je ne suis pas belge, en fait. Ça. Mais ce phénomène, alors quand on lit les livres, je pense qu'on va comprendre, mais ce phénomène d'adoption, pour moi, est extrêmement touchant et important. Et quand vous parlez de racines, il y a deux sortes de racines. Celles que vous avez naturellement parce qu'elles sont là et que vous avez les pieds posés sur un sol au bout d'un moment. Et puis il y a celles que vous fabriquez. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. Nous sommes toujours en compagnie de Manuel Verlange, qui est là pour nous présenter son livre au titre d'une enfance heureuse, qui est paru chez le Lion Zélé, qu'on remercie par ailleurs de nous avoir envoyé cet ouvrage aussi. Et donc dans ce livre, on va se mettre dans la peau d'un embryon. Et oui, un embryon qui vient tout juste de prendre vie dans le ventre de Marie-Élisabeth, une fille de 16 ans. Et à travers son regard, on va suivre les déconvenues, un petit peu la vie de cette jeune femme qui ne sait quoi trop décider finalement. Déjà, Manuel Verlange, comment vous avez eu cette idée quand même un petit peu surprenante de vous mettre dans la peau d'un bébé et d'un embryon? Oui, il y a quelques expériences littéraires comme celle-ci, effectivement. Alors, le côté séduisant et le côté recherche, c'est pouvoir parler de toute une tranche d'espace de temps, de vie, que l'on ne peut pas décrire à partir du moment où, très très factuellement, on commence à parler à l'époque où on parle, à regarder au moment où on regarde et à entendre de la même manière. Ici, ça permet de pouvoir observer, capter des choses, ressentir et exprimer ses sentiments à des moments où ce n'est pas naturellement et physiquement possible. Et le regard est évidemment différent. La fin du livre, puisqu'il s'appelle au titre d'une enfance heureuse, la fin du livre, on pourra imaginer, on pourra penser, le lecteur choisira que cet enfant va avoir une enfance heureuse. On peut l'imaginer aisément. Et donc, les 300 pages qui précèdent cela, c'est un parcours d'une mémoire qui va disparaître, mais que quelque part on porte d'une manière très, très impalpable et parfois très complexe. Je pense que c'est pour ça qu'on a inventé la confession, d'une part, dans l'Église, et puis d'autre part, les psys, après, qui ont repris le job avec des coûts plus élevés. Ces questions-là sont là. Je pense qu'on les a toutes. Là, on a fait un travail. Le travail qui a été fait, c'est celui de faire d'exprimer cette mémoire qui disparaît après. De temporalité aussi, avec l'avant-naissance
Et l'après-naissance aussi. Oui, il a des idées sur la question. Oui. Il a des idées sur la question, effectivement. Donc, il arrive avant le test de grossesse. Il a déjà son idée. Et puis après, il regarde, il observe. Et il se fait la voir, parce qu'il n'y a pas que lui qui parle. Il y a quand même sa mère. Bien sûr. Donc, il y a une vie très, très spécifique. Il y a sa grand-mère. Oui. Il y a aussi une existence particulière. Il y a son grand-père qui a une trajectoire, c'est le cas de le dire, particulière aussi, et l'ami de sa mère qui a aussi sa vie propre. Donc on a des couches qui dans la vie se fréquentent et ne se rencontrent pas toujours. C'est ça. Même dans une même famille, on rencontre des gens que finalement on a toujours connus, aux fêtes, aux anniversaires, aux mariages, aux enterrements, aux communions, associés à cela, et finalement on ne les connaît pas. Non, c'est ça. Et ce livre, c'est ça. Ce sont ces couches dont l'interpénétration n'est pas évidente, sauf que lui amène son grain là-dessus et amène son écoute et son regard. Et dans ce livre, donc La lumière de la pluie sur son visage, vous rendiez hommage déjà à votre maman. Et autant ici, dans ce livre-là, au titre d'une enfance heureuse, je vois plutôt une mise en avant des jeunes mères. C'est quand même un thème qui n'est pas tellement traité en littérature, non ? Non, oui, je ne sais pas. Mais ce que j'ai voulu faire, en tout cas, c'est traiter de la possibilité d'une mère. Donc, et on a là le parcours de quelqu'un, une jeune fille, une soirée, de la musique, quelques cocktails, des garçons. Et ça tourne pas très bien. Voilà, et le lendemain, enfin pas le lendemain, c'est quand même un tout petit peu moins vite. Oui. Mais plus tard, il y a un test de grossesse, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas très original, ça. Non. Mais par contre, ce qui va l'être, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est ça. Et en plus, il y a parfois, je trouve, il y a une légère critique de ces hommes parfois. Donc là, ici, c'est une soirée qui tourne mal. En tout cas. Qui tourne, voilà, qui est assez festive, assez joyeuse, avec un Japonais et un Brésilien. Voilà, ça finit. C'est une grosse soirée, on va dire. Et voilà, ces hommes, finalement, après, ils repartent chez eux. Et en fait, finalement, vous les critiquez un petit peu, puisque en fait, on va dire, ils tirent leur coup et puis après, ils s'en vont et ils ne tiennent pas compte des conséquences, en fait, aussi. Ah ben, c'est parfaitement bien exprimé. C'est voilà. Exactement ça. Je me suis toujours interrogé sur l'insouciance des pères, qui parfois ne savent même pas qu'ils sont pères. Est-ce que vous pourriez faire un livre sur les pères aussi, tiens, parce que vous avez fait beaucoup sur les mères, mais pourquoi pas sur les pères ? Mais oui, alors, je ne sais pas, je dois avoir quelque chose en moi qui amène plus à une écriture féminine qu'à une écriture masculine. Alors, les côtés droit-gauche, là, les machins auxquels je ne comprends strictement rien. Mon livre est majoritairement lu par des femmes. Vous me direz, c'est pas très compliqué parce que statistiquement, les lecteurs sont des lectrices. Mais la part féminine m'intéresse beaucoup plus et la réflexion sur la part féminine m'intéresse beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus en profondeur. Il y a plus de conséquences. Il y a un suivi de vie. Il y a des décisions. Finalement, le gars, le père... il peut en devenir un et devenir le meilleur père du monde, c'est tout à fait possible et c'est ce que je souhaite à tous les enfants, bien évidemment. Mais enfin, il y en a beaucoup qui sont quand même... Alors, est-ce de l'insouciance ? Est-ce de la négligence ? Est-ce de la lâcheté ? Lâcheté, peut-être. Lâcheté, le mot peut être lancé effectivement, parce qu'il y en a souvent, à partir du moment où leur compagne est enceinte, ils prennent les valises, on ne les revoit plus. Hein. Ça existe de tout temps. Et puis après, les enfants sont là. Ils n'ont rien demandé, eux. Oui. Donc, j'aurais plus de mal. Il n'y a pas beaucoup dans tous mes livres, même ceux qui ne traitent pas de l'enfance, il n'y a pas beaucoup de types bien, en fait. C'est bien de s'en rendre compte maintenant, Manuel Verlange, alors. Et dans cette histoire, donc je l'ai dit, on suit ce bébé, cet embryon, qui s'appelle Manuel, comme vous par ailleurs aussi. C'est un bébé, c'est un personnage qui est quand même assez... qui a une certaine innocence et je trouve qu'il est presque drôle malgré lui, en fait, en quelque sorte. C'est un personnage qui est assez unique, ce bébé. Oui, les bébés le sont tous. Hein. C'est après que ça se gâte. Mais là, il a encore toutes ses chances, effectivement. Il s'interroge beaucoup. Hein. Il voit ses copains prématurés. Les parents viennent les chercher. Lui, il reste là. Il change de service. Il en rencontre d'autres. Et puis, sa mère est toujours en retard. Alors, je sais pas, il s'imagine que
effectivement, elle a dû être retenue dans les embouteillages. Qu'elle se prépare. Mais voilà, il se pose des questions. Oui. Et effectivement, le livre avance avec ces questions. Oui. Et finalement, il y aura une réponse dont on laissera la découverte au lecteur. Bien sûr. Mais effectivement, il ira vers une enfance heureuse sans savoir. Et j'aime bien ce bébé aussi parce qu'il essaye de s'exprimer, parfois de parler aux adultes, et il croit que les adultes vont le comprendre, alors qu'en fait, il fait des boui-boui-boui, enfin, tout ce genre de choses. Des boui-boui-gli-gli. Ouais, des boui-boui-gli-gli. C'est une de vos trouvailles aussi, ça? Oui, ça, c'est pas très compliqué, il suffit d'entendre et puis faire un choix à un moment. Boui-boui-gli-gli, c'est rigolo, quoi. Et c'est ça. Et ce thème aussi des jeunes mères, donc de tout ça, de cet avortement aussi possible, ce sont des thèmes qui sont très sérieux, et pourtant, vous avez toujours cette touche d'humour qui vous accompagne. Pourquoi vous avez besoin de mettre toujours cet humour dans vos livres? Parce que le tableau que j'aime le plus au monde, c'est le clown triste de Picasso, qu'il a fait dans une période avant le cubisme, et que je crois que quand on parle de choses profondes, de choses extrêmement sensibles, et de choses qui sont à vif comme ça, si vous ne mettez pas d'humour, c'est insupportable. Voilà, l'humour, c'est la manière de faire passer la pilule. Il faut un grand verre d'eau autour, et c'est l'humour, sinon c'est... C'est ça, et c'est ce qui rend vos livres assez uniques aussi, hein, qui donne un petit peu votre patte à chacun de vos livres. Hein. Oui, mais dans ma vie aussi. Alors, je peux pas. Je suis rarement sérieux. Enfin, ou plutôt, je suis toujours sérieux. Et donc, je fais du deuxième, du troisième, du 12e degré en permanence avec l'humour, parce que ça permet de pouvoir exprimer les choses tout en ne faisant pas peser les situations, les événements sur les épaules des gens non plus. Et tout en les interpellant. Bien sûr, avec ce thème des droits des femmes, à leur corps aussi, à l'avortement qui est abordé. Et ce livre aussi, il est préfacé par un certain Philippe Reynard. Donc c'était l'homme aux lunettes blanches et ancien monsieur cinéma de la RTBF. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce Philippe Reynard? Il représente la partie qui se trouve dans tous mes livres et qui est la partie de ce qui est visuel. Je ne peux pas écrire une scène si je ne la vois pas. J'ai grandi dans le monde du cinéma. Mon père installait des salles de cinéma. Et donc, tout gamin, je montais sur une caisse en bois pour aller regarder par la lucarne, enfin un peu genre cinéma Paradisio, en plus moderne quand même. Et le film, je suis un grand regardeur de films. J'aime énormément le cinéma. Et la littérature, qui est ma passion, pour moi, doit être basée sur une certaine visualité. J'ai besoin de voir et les scènes, et je pense que quand les gens les voient de l'autre côté de la page, c'est aussi plus facile de faire le chemin avec eux. Et qu'est-ce que vous aimez comme style de film, par exemple, ou des films qui vous ont marqué, vous, personnellement? Moi, je suis un grand fan des films de Claude Sautet, donc César et Rosalie, Les choses de la vie. Magnifique film, ça. Vincent, François, Paul et les autres, la Reggiani, Montand. La réalité, alors je parle évidemment d'une autre époque, je regarde les films aussi actuels, j'ai toujours besoin d'avoir, alors les films des frères Cohen, pour moi, sont des films qui, généralement, me parlent énormément de par leur côté décalé, imaginaire, inventif. Le dernier film qui a eu un grand succès à Los Angeles, là, avec Leonardo DiCaprio, un combat après l'autre, je crois. Une bataille après l'autre. Merci. Pour être précis. Merci. Est aussi un film que j'ai trouvé absolument formidable. Je suis un passionné également de Coppola, Enfin, j'ai eu de David Lynch aussi, et j'accepte même. Ce qu'il faut absolument accepter dans David Lynch, c'est de ne pas comprendre ces films. Oui. Donc, je vois ces films, j'en suis heureux et je ne comprends rien. C'est absolument fabuleux. Donc, c'est la magie du cinéma, hein. Voilà, mais c'est quand on est dans une exposition de peinture contemporaine. On ne comprend pas toujours tout, hein. Il faut ressentir et pas obligatoirement comprendre. Oui. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Manuel Verlange. C'est déjà la fin de cette interview. On aurait pu parler encore longuement de cet ouvrage. Mais je vais écrire un livre rien que pour revenir. C'est promis. Mais je sais qu'il y en a déjà 2 de prévus, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un pour 2027, c'est l'identité amoureuse, et en 2028, l'incertitude des nuages. Oui.
Comment vous faites pour écrire aussi vite, mais ça, vous l'avez déjà expliqué lors d'une précédente émission. Mais moi, la question que je me posais, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une retraite pour les écrivains, finalement? Sûrement pas. Sûrement pas. Sûrement pas. D'ailleurs, je précise pour terminer que les écrivains sont les gens qui ont la carrière la plus longue, puisque leurs ayants droit peuvent encore en profiter 70 ans après leur mort. C'est vrai. Or, déjà, 70 ans de carrière vivant, c'est rare. Voilà. Mais quand vous avez votre carrière vivant plus 70 ans, voilà. Il faut dire qu'un écrivain devient intéressant et un peu profitable une fois qu'il est mort, donc tout va bien. On verra ça dans 70 ans alors. Merci beaucoup de votre invitation, je reviens dans 70 ans. Avec plaisir.